Chunk One. Mark Frost m'a appelé et m'a demandé d'aller au restaurant Musso & Frank. Twin Peaks n'a pas été annulée à cause de faibles audiences. L'émission a été délibérément tuée par sa propre chaîne. ABC l'a déplacée au samedi soir en sachant qu'elle échouerait. Ils l'ont mise contre une concurrence imbattable exprès. Même quand Aaron Spelling a offert de payer une 3e saison entière de sa propre poche, ABC a quand même dit non. Il ne s'agissait pas d'argent ou de téléspectateurs. Il s'agissait de quelque chose de bien plus sombre. La vraie raison implique des notes de service secrètes, la peur des entreprises et une conspiration pour détruire le chef-d'œuvre le plus étrange de la télévision. La vérité va vous choquer. En 1988, David Lynch a rencontré Mark Frost dans un restaurant à Los Angeles appelé Du Pars. Ils se sont assis à une table pendant 3 heures et pendant cette réunion, Lynch a sorti une serviette et a commencé à dessiner. Dessus, il a dessiné une carte d'une petite ville tranquille avec d'étranges secrets. Elle avait un restaurant et un hôtel. Ces croquis allaient peut-être plus tard devenir le cœur de Twin Peaks. Lynch avait toujours été attiré par la vie des petites villes depuis qu'il avait grandi dans le Montana. Mais ce qui le fascinait, c'était l'obscurité cachée sous sa surface amicale. Frost a plus tard appelé cette serviette le certificat de naissance de Twin Peaks. En moins de 6 mois, ils avaient un scénario pilote et ABC leur a donné le feu vert. Tout a commencé avec une serviette. 1 an plus tôt, en 1987, Lynch a fait un cauchemar. Encore et encore, il rêvait du corps d'une fille enveloppée dans du plastique, allongée à côté d'un lac paisible. Cette image ne voulait pas quitter son esprit. Il l'a vue au moins 15 fois dans son sommeil avant de finalement le dire à Frost. Il n'a jamais voulu révéler qui l'avait tué. Pour Lynch, le mystère lui-même était sacré. Il craignait que le fait de le résoudre ne tue l'atmosphère de l'émission. Le détail concernant le plastique provenait d'un vrai souvenir d'enfance. Quand Lynch avait 12 ans, il a trouvé un animal mort enveloppé dans du plastique près de sa maison dans le Montana. Ce souvenir est resté avec lui pour toujours. Chunk 2. Pendant des semaines, Lynch a conduit à travers l'État de Washington, à la recherche du lac de son rêve. Quand il a vu les chutes de Snoqualmie, il a su qu'il l'avait trouvé. Mark Frost a apporté sa propre magie. Il avait passé 4 ans à écrire et à produire Hill Street Blues entre 1982 et 1986, apprenant comment construire des histoires complexes et de grands castings. Il avait écrit 23 épisodes et avait même obtenu des nominations aux Emmy Awards. Il savait comment travailler dans le cadre des règles de la télévision, tandis que Lynch repoussait les limites. Quand ils ont uni leurs forces, Frost a façonné le côté enquête des choses. Il a construit l'esprit vif de l'agent Dale Cooper et ses habitudes méthodiques. Pendant ce temps, Lynch a rempli l'histoire de visions et de symboles qui donnaient l'impression de venir d'un autre monde. Frost a fait en sorte que les personnages se sentent réels. Lynch a fait en sorte que le monde se sente hanté. Ensemble, ils ont fait croire les gens aux bûches parlantes et aux pièces rouges. Les scènes de paroles à l'envers n'étaient pas un accident. Lynch a eu l'idée pour la première fois en 1967 lors du montage d'Eraserhead. Un ingénieur du son a accidentellement fait jouer le dialogue à l'envers. Lynch est devenu obsédé. Il s'est enregistré en train de parler à l'envers, puis a inversé la bande. Le son était obsédant. Lors du tournage de Twin Peaks, Lynch a demandé aux acteurs d'apprendre leurs lignes à l'envers. Michael J. Anderson, l'homme dans la pièce rouge, a passé 3 semaines complètes à apprendre à parler à l'envers. Une courte scène prenait parfois 47 prises. C'était si difficile à réaliser que Lynch a même retardé le tournage du pilote de 6 semaines. Mais quand cela a fonctionné, le résultat a été inoubliable. La pièce rouge est devenue l'une des parties les plus célèbres et les plus effrayantes de toute l'émission. Lors de leur réunion de présentation avec ABC, en 1988, Lynch et Frost ont menti. Ils n'ont mentionné aucun esprit ni aucune vision surréaliste. Ils l'ont appelé un simple polar dans une petite ville comme Peyton Place,
avec une touche criminelle. ABC l'a approuvé et leur a donné 4 millions de dollars pour faire le pilote. Mais une fois le tournage commencé, Lynch a lentement ajouté d'étranges moments oniriques. Chunk 3. Quand les dirigeants d'ABC ont finalement vu le pilote, il était déjà plein de scènes bizarres, mais il était trop tard pour annuler. Ils avaient dépensé l'argent. La chaîne s'est sentie trompée et les tensions ont augmenté, mais Lynch a obtenu ce qu'il voulait. Il a apporté les tranches dans les salons à travers l'Amérique. Lynch avait déjà travaillé avec Kyle MacLachlan sur Dune. Quand il l'a fait venir pour Twin Peaks, il a remarqué à quel point Kyle était obsédé par le café. Pas seulement comme boisson, mais comme rituel. Lynch a décidé d'en faire l'obsession de l'agent Cooper. Kyle n'avait pas à faire semblant quand il parlait de ce café exceptionnel. Il le pensait vraiment. Les 6 scènes de café étaient juste Kyle qui était lui-même, et cela les a rendus honnêtes. Les téléspectateurs sont tombés amoureux de Cooper parce qu'il n'était pas seulement un personnage. Il était réel. Cheryl Lee était seulement censée être une fille morte. Elle a joué le cadavre de Laura Palmer dans le premier épisode, mais sa performance était si puissante que Lynch n'a pas pu cesser de penser à elle. Il a créé un nouveau personnage juste pour elle, Maddie, la cousine de Laura. Elle ressemblait exactement à Laura. Cela ne faisait pas partie du plan. Lynch l'a inventé sur le champ. Ce seul changement a donné à l'histoire une toute nouvelle dimension et a transformé Cheryl Lee en l'un des personnages les plus importants de l'émission. La dame à la bûche de Catherine Coulson n'était pas seulement étrange, elle était personnelle. Coulson était une amie proche de Lynch depuis les années 1970. Ils ont travaillé ensemble au théâtre et ont même partagé une maison avec d'autres créatifs. Les bûches qu'elle tenait dans l'émission étaient de vraies bûches provenant de la propre propriété de Lynch. Quand elle leur murmurait, ce n'était pas de la comédie, c'était de la confiance. Des années de préparation, leur lien a donné à sa performance quelque chose de plus profond, quelque chose que les téléspectateurs pouvaient ressentir sans comprendre. À l'été 1942, le lendemain des Emmy Awards, Lynch et Frost ont appelé 3 membres de la distribution dans une pièce sombre. Ray Wise était l'un d'eux. C'est là qu'il a découvert qu'il était le meurtrier de Laura. Chunk 4. Il avait été choqué de jouer Leland Palmer. Après cela, Wise est allé en profondeur dans le jeu d'acteur de méthode. Il restait parfois dans son personnage, même pendant les pauses. Ces scènes étaient si intenses que certains membres de l'équipe se sentaient nerveux autour de lui. Son cri de culpabilité, son hurlement, est devenu l'un des moments les plus effrayants de l'histoire de la télévision. Wise n'a pas seulement agi comme un homme possédé, il en est devenu un. Miguel Ferrer, qui jouait Albert, le médecin légiste sarcastique, a apporté quelque chose que personne n'attendait. Ses lignes n'étaient pas toujours scénarisées. Il inventait des insultes sur le champ. Lynch a adoré ça et les a gardées. En fait, la phrase « Asahati célèbre, trouve-toi une vie punk » n'était pas dans le scénario. Herrera l'a juste lancé. Il a continué à changer des détails, à jouer avec les noms de villes et les discours. Sa personnalité est devenue le personnage et son humour noir a fait d'Albert l'une des figures les plus aimées de l'émission. Quand Twin Peaks a été diffusé pour la première fois le 8 avril 1990, il a battu des records. Le pilote a attiré 34,6 millions de téléspectateurs. C'était le téléfilm le plus regardé de toute cette saison. Une personne sur 3 regardant la télévision ce soir-là regardait Twin Peaks. Il a même attiré des téléspectateurs de Cheers de NBC, ce qui n'arrivait presque jamais. À Los Angeles, c'était l'une des meilleures émissions de la semaine. ABC n'avait pas vu de tels chiffres depuis 4 ans. L'une des images les plus inoubliables était la photo de reine du bal de Laura Palmer. La version vue dans l'émission n'était pas la seule. Le photographe a pris plusieurs clichés différents avec des changements subtils. La photo n'arrêtait pas de bouger dans la maison Palmer, toujours visible, presque comme un sanctuaire. Elle symbolisait la façon dont la ville ne pouvait pas se détacher d'elle. La photo est devenue plus qu'un accessoire. C'était un fantôme, toujours en train de regarder,
Et puis est venu le café et la tarte aux cerises. Chunk 5. Le Tweed's Café à North Bend, le véritable lieu du Doubler Diner, a soudainement vu des fans faire la queue pour une part de tarte et une tasse de café. Les commandes ont explosé. Le propriétaire a plaisanté en disant que la tarte aux cerises avait ruiné son budget. Même des années plus tard, les touristes continuaient d'affluer. Chaque jour, quelqu'un entre juste pour goûter ce que l'agent Cooper aimait. Le café vend maintenant des tasses et des t-shirts. D'autres restaurants, à travers l'Amérique, ont créé des menus spéciaux. Ce n'était plus seulement une émission. Cela faisait partie de la vie réelle. La mode a également changé. Les gens ont copié ce que portaient les personnages. Les poules surdimensionnées de Donna, les vestes à carreaux et les chaussures de sel sont soudainement apparues dans les rues. Les costumes mélangeaient les styles des années 1950 avec les tendances de la fin des années 80. La palette de couleurs des bruns, des verts, des rouges et des bleus est devenue emblématique même 30 ans plus tard. Les blogs de mode disent toujours que Twin Peaks a l'air intemporel. Les créateurs s'en inspirent encore. Ce que portaient les personnages a façonné le style d'une génération. En 1990, quelque chose d'étrange s'est produit dans les coulisses de la télévision américaine. Thomas Murphy, le PDG de Capital Cities, qui possédait ABC, a convoqué une réunion privée avec Mark Frost, le co-créateur de Twin Peaks. Ce qu'il lui a dit ne ressemblait pas à une conversation d'affaires normale. Murphy a dit qu'il déchaînait une sorte d'Ebola numérique dans le monde avec la narration. Il ne plaisantait pas. Il était sérieux, même effrayé. Il croyait que l'émission était dangereuse, pas seulement risquée pour les audiences, mais quelque chose qui pouvait infecter l'esprit des gens. Il dirigeait une entreprise conservatrice familiale, et cette émission ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient diffusé auparavant. C'était sombre, c'était surréaliste. Et Murphy ne comprenait pas ça. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il avait en quelque sorte raison. L'émission s'est propagée comme un virus dans la culture pop, dans d'autres émissions, dans la façon dont les gens pensaient à la télévision. Chunk 6. Cela a tout changé et cela a effrayé les personnes qui étaient censées être aux commandes. Les dirigeants d'ABC ne savaient pas quoi faire de Twin Peaks. Ils paniquaient. Ce n'était pas le drame télévisé habituel. Ils ne suivaient pas les règles. Ils mélangeaient la romance de feuilleton avec l'horreur effrayante et des scènes étranges et oniriques. Cela les a déroutés. Un dirigeant a dit que c'était comme si Lynch et Frost avaient inventé un nouveau type de mathématiques que personne d'autre ne pouvait comprendre. C'est à quel point ils se sentaient perdus. Ils ne pouvaient pas mettre l'émission dans une boîte. Et cela les terrifiait. Ils n'étaient pas seulement inquiets de la controverse. Ils avaient l'impression de perdre le contrôle sur ce que la télévision était censée être. Twin Peaks ne suivait pas le scénario auquel ils étaient habitués. Puis est venu l'épisode qui a franchi la ligne pour beaucoup. Dans la saison 2, le public a découvert que Leland Palmer avait agressé sexuellement sa propre fille, Laura. Les annonceurs sont entrés en crise. Certaines grandes entreprises ont menacé de retirer toute leur publicité. Des groupes religieux ont commencé à attaquer l'émission dans les magazines. Un article était intitulé « Inceste pour des millions ». Les critiques ont dit que David Lynch attirait lentement les gens à accepter quelque chose d'horrible. C'est devenu une panique morale. Les sponsors avaient ils ne voulaient pas que leur marque soit à côté d'une telle histoire. ABC est devenue nerveuse. Ils ont poussé Lynch et Frost à conclure le mystère du meurtre. Cette seule intrigue sur l'abus et la mort de Laura Palmer était le cœur battant de l'émission. Et maintenant, la chaîne voulait que ce soit fini. En coulisses, les hautes responsables d'ABC rédigeaient des notes de service secrètes. Ces documents n'ont été rendus publics que des décennies plus tard. Mais quand ils sont finalement sortis, ils ont montré à quel point les dirigeants étaient ébranlés. Chunk 7. Les personnes qui dirigeaient Capital Cities n'étaient pas seulement confuses.
Ils étaient profondément perturbés par la direction que prenait l'histoire. Possession, esprit maléfique, un mystère de meurtre qui s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Ils ne savaient pas comment gérer ça, mais ils savaient qu'ils voulaient que ça s'arrête. Ces notes de service ont montré la pression qui montait à l'intérieur d'ABC. Ils n'en pouvaient plus. Finalement, ils ont donné à Lynch et Frost un ultimatum. Révélez le tueur ou nous coupons le financement. Mark Frost a dit que c'était comme si la chaîne avait une arme sur la tempe. C'est à quel point la menace était directe. Soit ils abandonnaient le mystère, soit l'argent cessait de couler. C'est arrivé en 1991. ABC se fichait que l'émission ait des produits dérivés, des prix ou des fans dans le monde entier. Cela n'avait pas d'importance. Leur propriétaire, Thomas Murphy, était toujours hanté par cette même peur qu'il avait en 1990. Il ne voulait pas plus d'Ebola numérique sous sa surveillance. La seule personne qui soutenait discrètement l'émission était un jeune dirigeant nommé Bob Iger. Oui, le même Bob Iger qui un jour dirigerait Disney. Mais à l'époque, même lui ne pouvait pas arrêter ce qui allait arriver. L'ordre était clair. Résolvez le mystère ou l'émission se termine. David Lynch n'a jamais voulu que le mystère soit résolu. Il croyait que la question de savoir qui avait tué Laura Palmer devait durer éternellement. Il l'a dit directement. Nous ne devrions jamais résoudre le mystère. Pour lui, la question était plus importante que toute réponse. Il pensait que le mystère était le moteur de l'histoire. Pas seulement un puzzle, mais quelque chose qui maintenait le monde de Twin Peaks en vie. Il a même dit plus tard, en 2018, « Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que cela signifie. » C'était sa philosophie. Gardez-le ouvert. Chunk, 8. Laissez-le respirer. Il aimait les histoires qui ressemblaient à des rêves, pleines de choses que l'on ne pouvait pas expliquer. S'il avait fait à sa manière, l'affaire de Laura Palmer serait restée non résolue pendant des années, peut-être pour toujours. Mais ABC ne se souciait pas de la vision artistique. Il ne se souciait que du contrôle. Ils ont utilisé leur pouvoir pour forcer Lynch et Frost à signer un contrat écrit. L'accord était simple. Ils n'obtiendraient qu'une deuxième saison s'ils promettaient de révéler le tueur. Pas d'accord, pas d'émission. À l'époque, les audiences étaient déjà en baisse. Le pilote avait été un succès, mais les chiffres chutaient rapidement. ABC savait que cela leur donnait un levier. Ils savaient que les créateurs étaient désespérés de maintenir l'histoire en vie. Alors, ils ont joué dur, et cela a fonctionné. Lynch et Frost ont cédé. Le mystère serait résolu. La promesse a été signée. ABC ne voulait pas seulement que ce soit résolu, il voulait que ce soit résolu immédiatement. Au début, ils ont exigé que cela se produise dans le tout premier épisode de la saison 2. Lynch et Frost ont réussi à les faire patienter. Ils ont obtenu une petite victoire. Ils ont repoussé la révélation à l'épisode 7, mais c'était aussi loin qu'ils pouvaient aller. Dans cet épisode intitulé Lonely Souls, Leland Palmer est révélé comme le tueur. Mais pas seulement Leland. Il est possédé par une force sombre nommée Bob. Et avec cela, le mystère était terminé. L'énergie de l'émission a disparu. Ce qui a suivi dans le reste de la saison s'est senti éparpillé. Les fans débattent encore de savoir si elle s'en est jamais remise. Cette seule décision de forcer la réponse trop tôt a brisé l'émission. Le mystère avait été l'épine dorsale de tout. Chunk, 9. Et quand cela s'est terminé, le corps s'est effondré. Certaines des intrigues ultérieures étaient tellement hors de propos qu'elles semblaient appartenir à une autre émission. L'une d'elles impliquait un personnage secondaire dans une liaison amoureuse qui n'intéressait personne. Il est devenu clair que lorsque les chaînes interfèrent avec quelque chose de spécial, elles peuvent le tuer. L'homme qui a supervisé tout cela était Bob Iger. Il était devenu président d'ABC Entertainment en mars 1989. C'était juste après l'approbation du pilote original de Twin Peaks. Il a d'abord aimé le pilote. Il a même contribué à ce qu'il soit sélectionné. Mais une fois qu'il a été en charge, les choses ont changé. Iger n'était pas contre l'émission, mais il n'aimait pas sa lenteur.
Il pensait que le mystère traînait en longueur et que ce n'était pas bon pour les affaires. Il était concentré sur l'obtention de résultats et le style lent de Lynch ne correspondait pas à son plan. Quand ABC a forcé David Lynch et Mark Frost à révéler qui avait tué Laura Palmer en novembre 1990, Lynch n'était pas seulement en désaccord. Il est parti. Il n'est pas parti lentement. C'était une protestation claire et délibérée. À partir de l'épisode 7 de la saison 2, Lynch a disparu du processus créatif. Pendant les 14 épisodes suivants, l'émission a complètement perdu sa direction. Lynch était tellement furieux contre la chaîne qu'il n'a même pas dit à Ray Wise, l'acteur jouant Leland Palmer, que son personnage était le tueur, jusqu'à juste avant qu'il ne tourne la révélation. ABC avait déjà publié des publicités dans les journaux criant « Enfin, samedi 10 novembre, découvrez qui a tué Laura Palmer ». Vraiment, Lynch n'avait pas le choix. Il était acculé. Pendant que Twin Peaks dérivait sans lui, Lynch s'est investi dans d'autres projets. Il s'est concentré sur son film Wild at Heart et une exposition d'art à Tokyo. De retour dans l'émission, les choses se sont effondrées. L'écrivain Harley Peyton, qui n'avait jamais rien réalisé de semblable au monde surréaliste de Lynch, a été catapulté dans le rôle de showrunner officieux. Il n'avait prévu que jusqu'à l'épisode 9. Donc, tout ce qui a suivi a été inventé au fur et à mesure. Mark Frost était également en grande partie absent, travaillant sur son film Storyville. Chunk 10. Peyton a dû maintenir l'émission en vie avec à peine des conseils. Les résultats étaient bizarres et aléatoires. Les téléspectateurs ont vu des reconstitutions de la guerre civile, des références aux extraterrestres et des intrigues qui ressemblaient à des feuilletons. Rien de tout cela ne ressemblait à Twin Peaks. Les fans l'ont remarqué immédiatement. Ces épisodes sont maintenant connus comme la mauvaise poésie partie de la saison 2. Et même les téléspectateurs occasionnels pouvaient dire que Lynch était parti simplement en regardant une seule scène. Puis, Lynch est revenu. Ce n'était pas aléatoire, c'était calculé. Bob Iger, d'ABC, a invité Lynch et Frost à déjeuner, s'est excusé d'avoir interféré et a demandé ce qu'il faudrait pour arranger les choses. La première action de Lynch était étrange et totalement dans le ton. Il voulait que le personnage de Josie Packard meure en étant piégé dans un bouton de porte. C'était sa façon de dire qu'il était de retour. Pour le final de la saison 2, Lynch est intervenu pour réaliser. Et ce qu'il a créé était l'un des cliffhangers les plus obsédants de l'histoire de la télévision. L'agent Cooper est entré dans la loge noire, a rencontré son sosie et est ressorti possédé par Bob. Lynch a rendu la fin si étrange, si irrésoluble, qu'il était presque impossible pour quiconque de continuer l'histoire. C'était un piège, et ça a marché. La dernière phrase de ce final, le méchant Cooper regardant dans le miroir et disant « Comment va Annie ?» avec le reflet de Bob souriant en retour, n'était pas seulement effrayant, c'était une arme chargée que Lynch pointait sur ABC. Il savait que ce rebondissement ne pouvait pas être résolu par une narration typique de la chaîne. Lui seul comprenait comment cela fonctionnait. Si la chaîne essayait de continuer l'émission sans lui, il serait perdu. Alors ABC a abandonné. Ils ont déplacé l'émission à un créneau horaire terrible et l'ont annulé peu de temps après. Lynch avait claqué la porte avec une scène glaçante. Et 27 ans plus tard, quand Twin Peaks, le retour a finalement été diffusé sur Showtime, il a repris exactement là où il s'était arrêté. Chunk 11. Cette fin n'était pas aléatoire. Cela avait toujours fait partie de son plan. En avril 1990, Twin Peaks était une sensation. Le pilote a été diffusé en tant que téléfilm de 2 heures le dimanche 8 avril et il a attiré 34 millions de téléspectateurs. C'était le téléfilm le plus regardé de toute la saison 1989-90, obtenant une cote massive de 22. Quand l'émission a été déplacée au jeudi à 21h01, elle a continué à battre des records. ABC n'avait pas vu d'audience aussi bonne depuis 4 ans pour ce créneau horaire. Il a obtenu une cote moyenne de 16,2, soit environ 14,9 millions de foyers. Même Cheers, l'une des émissions les plus puissantes de NBC,
a perdu des téléspectateurs au profit de Twin Peaks. Tout le monde en parlait le lendemain. Les dirigeants d'ABC ont appelé cela le syndrome du refroidisseur d'eau. Mais ensuite est venu le désastre du samedi soir. Quand ABC a déplacé l'émission dans la saison 2, elle s'est effondrée. Le nouveau créneau horaire était connu dans l'industrie comme le cimetière de la jeunesse du samedi, et il a été à la hauteur de son nom. L'émission est tombée à la 65e place du classement. Elle est passée d'un score moyen de 861 dans la saison 1 à seulement 5,95 dans la saison 2. Le chef de la programmation d'ABC l'a toujours qualifié de grand succès d'audience, ce qui n'avait aucun sens. Tout le monde pouvait voir que c'était une mort lente. Les samedis soirs ont tué l'élan, le buzz et l'impact culturel. Tout a disparu en quelques semaines. Plus étrange encore, Nielsen a remarqué quelque chose que personne n'avait vu auparavant. Quand Twin Peaks a été déplacé au samedi, les fans n'ont pas changé de chaîne. Ils ont simplement cessé de regarder la télévision pendant ce créneau horaire. Des millions de téléspectateurs fidèles n'ont pas cherché d'autres émissions. Ils sont sortis à la place. C'était du jamais vu en 1990. Les téléspectateurs n'abandonnaient généralement pas les chaînes. Ils suivaient les émissions. Mais les fans de Twin Peaks étaient différents. Les jeudis soirs étaient devenus un rituel. Chunk. 12. Le déplacé donnait l'impression d'une trahison. Les chercheurs ont appelé cela le mystère de l'audience perdue. Le créneau horaire était devenu partie intégrante de l'expérience. Le supprimer a tout changé. Cela empire. ABC n'a pas seulement abandonné l'émission, ils l'ont sabotée. Ils ont programmé Twin Peaks directement contre la puissante programmation du samedi de NBC, sachant qu'elle ne pouvait pas gagner. Ce n'était pas un accident. Des sources internes ont confirmé plus tard que c'était délibéré. Les dirigeants d'ABC voulaient annuler l'émission, mais avaient besoin d'une excuse. En la confrontant à une concurrence imbattable, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Les audiences ont chuté, le buzz a disparu et la chaîne a eu sa justification. En coulisses, c'était un démantèlement discret d'une émission qu'ils ne voulaient plus soutenir. Et pourtant, il y a eu un dernier effort pour la sauver. En juin 1991, juste après la fin de la saison 2, Aaron Spelling Productions a proposé de financer entièrement la saison 3. Ils n'offraient pas seulement de l'aide, ils étaient prêts à couvrir 100% des coûts. Ils avaient déjà coproduit l'émission et détenaient les droits étrangers par l'intermédiaire de World Vision Enterprises. Spelling a vu la valeur mondiale de Twin Peaks et était prêt à agir. ABC a quand même dit non. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de contrôle. ABC ne voulait plus le style de Lynch sur sa chaîne. Peu importe le succès ou le financement qui l'accompagnait, l'argent était réel. Les diffuseurs internationaux imploraient plus de saisons. World Vision avait déjà vendu l'émission à l'étranger et la demande augmentait. CBS acquérait plus tard ses droits, montrant à quel point ils étaient précieux. Le public européen en particulier adorait le monde étrange de Twin Peaks. Il y avait des bénéfices garantis sur la table et ABC est parti. La plupart des chaînes se seraient battues pour ce genre de revenus mondiaux. ABC a refusé, choisissant les audiences nationales plutôt que le succès international. Junk. 13. Même les fans ont tout essayé. Un groupe appelé Coop, des citoyens opposés à l'élimination de Peaks, a inondé ABC de plus de 10 000 lettres. Ils ont envoyé des beignets, des bûches et du maïs crémeux aux dirigeants. Un week-end, ils ont bloqué la messagerie vocale d'ABC avec 163 messages et ont même arrêté le télécopieur. L'effort a fonctionné temporairement. ABC a ramené 6 épisodes supplémentaires au printemps 1981, mais ils ont été diffusés dans le désordre et dans un mauvais créneau horaire, assurant l'échec. Les fans ont même organisé quelque chose appelé « Opération Belette des Peines », où ils ont acheté des produits annoncés pour montrer à la chaîne qu'ils étaient des clients précieux. ABC a ignoré tout cela. Robert Iger, alors président d'ABC Entertainment, a publiquement rejeté toute la campagne. Et pendant que les fans se battaient pour sauver l'émission,
il y avait une autre mine d'or silencieuse qu'ABC a ignorée. Le merchandising. Au début des années 90, les produits dérivés de Twin Peaks étaient partout. Les catalogues de vente par correspondance prospéraient. Bruce Phillips, qui dirigeait l'un des catalogues, a acheté des accessoires, des articles de casting et du matériel promotionnel directement aux membres de l'équipe. Il s'était même rendu à l'étranger pour en obtenir davantage. Après l'annulation, Lynch Frost Productions a organisé une grande vente d'accessoires à Los Angeles. Les gens ont tout acheté. Le café, la tarte, les hiboux, les bûches. Ils étaient plus que des symboles. Ils étaient du profit. ABC a laissé tout cela derrière elle. Puis est venue la réunion finale. David Lynch s'est assis avec les dirigeants d'ABC dans l'espoir d'une autre chance. Mais ce qu'ils lui ont dit était clair. Ils ont dit que Twin Peaks ne représentait pas le genre de télévision qu'ABC voulait faire. C'était après tout l'impact, toute l'influence et tout le succès. Lynch n'avait accepté de travailler à la télévision que parce qu'ABC avait promis la liberté de création. Maintenant, il la reprenait. Mark Frost a déclaré que la chaîne était devenue complètement contrôlée par un état d'esprit d'entreprise qui se fichait de l'art. Il voulait un contenu sûr et prévisible. Lynch ne s'est pas emporté. Il aimait trop l'émission. Mais le mal était fait. ABC n'a pas seulement annulé une émission. Ils ont abandonné une révolution dans la narration qui inspirerait des décennies de télévision à